Nous recevons ce soir à l'Agora de la Fabrique du Futur Erwan Barrio, écrivain extrêmement prometteur d'un ouvrage qui s'appelle Moi Oméga, que vous pouvez découvrir sur le lien que nous vous avons partagé sur LinkedIn et lors des publicités qui sont publiées assez régulièrement chez nous et par l'auteur. Dans un premier temps, Éric Seuillet va vous présenter la Fabrique du Futur. Erwan Barrio se présentera aussi. Puis vous aurez 45 minutes de questions-réponses que nous avons préparées pour vous et la possibilité de pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez pendant les 45 autres minutes à Erwan. Eric, à toi. Alors, bonjour à tous. Voilà, je vais essayer d'être assez concis parce qu'on va laisser le maximum de temps de parole à Erwan et à Pénélope. Voilà, juste pour vous dire que la Fabrique du futur, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, on va dire, un think et do tank pour imaginer des futurs désirables, pour imaginer le monde de demain, imaginer et co-créer le monde de demain. Pour faire ça, on réunit des communautés de change makers, hein, comme on les appelle, des acteurs qui veulent avoir de l'impact sur le monde. On a une approche qui est résolument optimiste, positive, avec un axe Tech for Good. Voilà, donc notre champ d'action, c'est la prospective, c'est l'innovation, c'est le travail sur les transitions, sur la transformation, et on est un peu, on se cale sur les 17 ODD. Enfin, on se cale, on prend en compte les 17 ODD pour trouver des solutions pour la planète, pour le monde. Voilà, notre ADN, vous l'avez compris, c'est la co-création. On est d'ailleurs un Living Lab qui est labellisé par l'Europe. Nos prestations, c'est de l'accompagnement, c'est des études, c'est de la recherche-action, c'est de l'expérimentation, tout ça dans le domaine de la prospective, c'est également du networking et c'est des événements. Donc, vous avez aujourd'hui un des événements qu'on organise régulièrement, les Agoras du futur, qui ont lieu à un rythme à peu près bimestriel. Euh, voilà, je suis très très honoré. Alors, je ne sais pas si on doit le voir à l'envers, peut-être il fait le livre d'Erwan. Non, il est à l'endroit. Oui, ah, il est à l'endroit. Bon, voilà, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, sous ma douche, en écoutant Europe 1 et l'interview d'Erwan Barrio. Donc, je l'ai contacté, on a beaucoup échangé. Erwan est devenu un membre éminent de la Fabrique du Futur. Il a un rôle un peu d'ambassadeur parce qu'il est très présent sur les médias, dans les journaux, également sur CNews et dans d'autres médias. Donc, il va nous parler de technologie et foi à l'horizon 2060. Donc, on retrouve la prospective, on retrouve la créativité, le travail sur les imaginaires avec ce roman. Et puis la foi. Alors la foi, c'est important parce que on ne prend pas ça au sens religieux du terme, mais la foi, l'origine du terme, l'étymologie, c'est la confiance. Et nous, à la Fabrique du Futur, quand on réunit des co-créateurs, il faut bien évidemment qu'on qu'on ait qu'on établisse des relations de confiance entre eux. Hein, donc, confiance pour travailler ensemble, pour collaborer, pour co-innover. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps et je donne tout de suite la parole à Pénélope qui va poser les questions à Erwan. Merci Eric. Bonsoir Erwan. Dans un premier temps, je pense que le mieux serait quand même que vous puissiez nous dire un petit mot de vous et que vous vous présentiez. Oui, merci à toi Pénélope, à Eric et à la Fabrique du Futur de m'inviter pour ce webinaire. Merci aussi à vous qui nous regardez aujourd'hui. Donc moi, qui je suis donc Erwan Barrio, j'ai 27 ans, je suis diplômé de Sciences Po et j'ai travaillé 3 ans dans un cabinet de conseil, non pas en prospective, mais en communication pour des grandes institutions
culturelles, mais aussi des collectivités territoriales, des entreprises, et cetera. Et j'ai arrêté il y a 1 an pour me consacrer à l'écriture, écriture d'un essai de sociologie politique d'abord, et écriture d'un roman ensuite. Donc c'était tout autre chose, mais c'était vraiment ça faisait 3 ans que je l'avais initié, et puis il fallait vraiment que je me donne du temps pour l'agencer et pour le ficeler un petit peu, et puis pour le terminer, parce que c'est ceux qui ont écrit, des livres, savent, combien c'est, prenant, et si on veut vraiment que le résultat soit au rendez-vous, c'est vraiment un travail de chaque jour. Donc je suis content, j'ai pu le terminer. J'ai trouvé donc la maison bouquin, que je veux remercier aussi, qui m'a permis de le publier le 15 septembre, et là, il fait un démarrage, assez fort, donc je suis content. Voilà, il est présent dans pas mal de librairies en France, tous les réseaux Fnac, Leclerc, 150 librairies indépendantes, donc ça fonctionne assez bien. Voilà. Hem et donc je suis passionné par la prospective, je suis passionné par, les sciences humaines, en général, et par mon parcours de Sciences Po évidemment, mais aussi par, par l'écriture, qui est ma passion depuis toujours, et puis par le théâtre aussi. J'ai eu l'occasion de mettre en scène des pièces. Et donc ce soir, donc, je vais, non seulement vous présenter mon livre, mais essayer d'articuler ces 2 concepts, foi et technologie, à l'horizon 2060, comme, la Fabrique du futur m'y a, gentiment invité. D'accord, merci Erwan. J'ai eu la chance aussi de pouvoir lire, ce roman, et c'est ce qui a fait que, justement, les questions que j'ai préparées sont en lien avec ce que vous avez déjà écrit. Alors, Erwan, tout d'abord, quelles, relations entre foi et technologie sont présentes dans le roman Moi, Oméga? Alors effectivement, je pense que souvent les concepts naissent de l'association du contraire ou de la nuance qu'on apporte à 2 autres concepts. Hem, donc là, les mettre en relation ces deux concepts, foi et technologie, c'est quelque chose qui semble, éminemment important. On peut dire que, d'abord, il faut essayer de commencer par les définir. Donc Eric en a dit un mot, tout à l'heure, je vais redire pour ceux qui n'étaient pas forcément là tout à l'heure. En fait, Eric a bien précisé que, foi et confiance relèvent de la même étymologie, et que finalement, confiance, ça veut dire avoir la foi avec. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, la foi, heu, c'est pas seulement la foi au sens religieux, c'est la foi au sens tout ce qui, dépasse l'individu, qui confère à l'individu une volonté. C'est un idéal, c'est quelque chose qui va au-delà de l'immédiateté, conférée par la nature. La technologie, c'est ce qui permet à l'homme de s'extraire de la nature, heu et même de l'outil, puisque on pourrait dire que la technologie, c'est connaissance de la techné, du grec techné, donc c'est la connaissance de l'outil, c'est-à-dire qu'il y a une double émancipation dans la technologie. Il y a d'abord l'émancipation de la nature avec la technique, et ensuite l'émancipation de la technique elle-même, puisque on est encore un stade au-delà, on est dans la connaissance de la technique. Donc quel est le point commun qu'on voit immédiatement, à mon avis, entre la foi et la technologie? C'est l'émancipation, c'est l'arrachement à la nature. La foi nous arrache à l'immédiateté naturelle de la conscience, et la technologie nous arrache à l'immédiateté naturelle, de notre état tout simplement de nature, sans lequel on ramasserait des patates encore aujourd'hui. Donc déjà moi c'est le premier point commun que je vois entre foi et technologie. Et ils ont donc, ces 2 concepts, à mon avis, un destin commun. Pendant longtemps, on a cru qu'ils s'opposaient. On a pu penser que la rationalité, allait s'opposer, et notamment, avec les Lumières, que la rationalité était le contraire de la foi. Mais à mon avis, c'était une erreur, puisqu'il ne faut pas confondre la rationalité en lutte contre l'institution religieuse et la rationalité en lutte contre la foi. Je pense que l'homme, par définition, il a besoin de foi, il a besoin de croire en des choses qui le dépassent, et que la foi, c'est bien supérieur à la seule religion en tant qu'institution.
La foi, on pourrait dire que c'est un mysticisme, ça relève de l'individu, alors que la religion, c'est social, c'est collectif, ça relève de la cité. C'est pas du tout la même chose. Et donc la foi, c'est à mon avis, heu, quelque chose d'intime, quelque chose avec lequel on fait corps. On dit de quelqu'un, il a la foi, il a la foi pas seulement en une croyance, mais il a foi en des valeurs, il a foi en l'amour, il a foi en sa famille, il a foi en son entreprise, en son association, la Fabrique du futur. Et en fait, il a foi en des choses qui n'ont pas, et c'est là que c'est important, c'est là que je voudrais insister, il a foi en des choses qui n'ont pas de réalité. Parce que la foi est fondée sur, la croyance dans quelque chose qui nous dépasse et qui n'existe pas. Mais comme disait Paul Valéry: «Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas?» En fait, la quelqu'un qui a foi même dans son pays, le concept de nation est un concept qui n'a pas de réalité, matérielle. Quelqu'un qui a foi dans sa famille, la famille, c'est pareil, ça c'est pas de réalité, matérielle. C'est l'entreprise, pareil, Adidas, qui a jamais vu Adidas? On a vu un logo, on a vu des locaux, on a vu mais personne n'a jamais vu Adidas. C'est une question de foi. Et de la même manière, je disais tout à l'heure que la foi, c'est ce qui permet l'adhésion de l'individu à un idéal qui nous dépasse. En fait, c'est par cette, construction qu'on s'arrache en construisant des réalités plus vastes que nous-mêmes. Donc, on pourrait dire que sans la foi, l'individu ne serait qu'un animal comme les autres, et que c'est par la foi que justement il s'extrait de son animalité. En tout cas, il la dépasse. Et on peut même aller au-delà et dire que la foi, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin. On croit, que, notre destinée, peut changer, en tout cas peut influer le cours des choses. Nous, à la Fabrique du futur, on pense que le fait de travailler peut changer le futur, donc c'est bien un acte de foi, et qu'on pourrait dire que celui qui n'a pas du tout la foi, Heu, celui qui serait vraiment, on pourrait dire athée, qui ne croirait en rien, à la limite, on voit pas comment il pourrait échapper à une forme de dépression nerveuse avancée parce qu'il se demanderait, tel Sioran: «À quoi sert finalement ma vie?» Donc et puis sa place dans l'univers, finalement, le contraindrait à une forme de comment dire? D'extrême, humilité qui serait à la limite de la neurasthénie. Donc on pourrait dire qu'à chaque action concrète dans la vie, on a de la foi. Même, enfin, tout ce qu'on entreprend, ça relève de la foi. Et toutes ces petites actions sont un arrachement aux données immédiates du monde qui plaiderait plutôt, j'allais dire dans un qui plaiderait plutôt pour une forme de, oui, enfin, je veux dire, on n'a pas de raison d'être optimiste, mais on sait, allier au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté, comme disait Gramsci, et l'optimisme de la volonté, c'est précisément la foi. Donc tous les jours, on croit dans ces concepts, on réalise ces actions, et c'est ça qui fait, la force justement, de l'homme, l'arrachement. Heu, L'arrachement à sa condition, l'arrachement aux données immédiates de la nature. Heu et on pourrait même aller plus loin et dire que, au-delà de ces créations de corps, finalement fictifs, qu'on a créés, heu, la différence fondamentale à mon avis, hein, entre, les êtres humains et le reste du règne animal, c'est que les animaux n'ont que des besoins et que l'homme a construit par-dessus ces besoins une volonté, des volontés, des volontés qui sont, source de foi en tout cas, qui deviennent des foi. Heu Voilà, c'est des gens qui disent, «Je veux réaliser le tour du monde». Pourquoi? Ça n'est pas, comment dire? Inscrit dans les besoins de base de l'animal sapiens qu'ils sont, mais ils le font, ils réalisent un acte de foi. «Je veux trouver l'amour», foi dans le mythe de l'androgyne. «Je veux bâtir un futur désirable», c'est ce qu'a dit, Éric en présentation de ce webinaire. Bâtir un futur désirable, un acte de foi qui nous dépasse et qui n'était pas donné dans les données immédiates de la nature. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette foi-là, c'est la foi dans la volonté, la foi dans la volonté de s'arracher et de construire quelque chose. Et là, je disais tout à l'heure que, il y avait donc, une analogie
puisque la foi, c'est ce qui va nous donner finalement, on va dire, qui va nous donner le premier souffle, la première intention, le pourquoi nous nous arrachons aux données de la nature. Et maintenant, on va voir le comment. Donc, le comment est-ce qu'on s'arrache aux données de la nature? Eh bien, c'est déjà, on pourrait dire que c'est à partir du moment où l'animal humain invente l'outil, avec la techné, l'artisanat en grec, qui commence à s'extraire déjà de la nature. Mais avec la technologie, la connaissance scientifique et industrielle de cette technique, il va conquérir un stade supplémentaire dans son émancipation, dans la grande aventure de l'humanité. Et donc, en fait, c'est porté par justement la foi qu'il a réussi à s'extraire et à bâtir les technologies. À mon avis, et c'est aussi l'avis du personnage de Mohamega, à mon avis, l'invention des technologies sont inséparables de la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comme je le disais tout à l'heure, opposer rationalité et croyance, puisque quelqu'un qui aurait été totalement rationnel depuis les hommes des cavernes, il n'aurait pas bougé. Il se serait dit bah, je suis rationnel, je vais croire en rien, je vais rester un animal comme les autres, etc. Non, c'est parce qu'il a été forcé par une foi, poussé par quelque chose, qu'il a décidé d'inventer ses outils, de s'améliorer, de toujours s'extraire de la nature. Donc, voilà quel est pour moi voilà en quoi ces deux dimensions sont intimement intriquées et en quoi voilà ces deux concepts ont déjà par essence un destin commun. On pourrait dire que la foi c'est le pourquoi et la technologie c'est le comment. Donc c'est ce livre, c'est à la fois euh, un livre qui va vous montrer comment il va résoudre, avec quelle technique scientifique il va résoudre, il va arriver à parachever l'arrachement des données naturelles dont je parlais à l'instant, et en même temps, il va vous expliquer pourquoi et au nom de quoi il va le faire. Les deux vont être sans arrêt intriqués, parce que c'est comme si vous voulez une flèche. Imaginons une flèche dans l'évolution. La longueur du trait sont les technologies et le sens du trait sont la foi. Et les deux sont inséparables. Sans la flèche, vous n'avez pas la direction, et sans la longueur, vous n'avez pas les pas de géant que font l'humanité siècle après siècle. Voilà, donc je pense avoir montré la relation entre les deux termes. Euh, quelle était la question c'était à l'horizon 2060 ou c'était juste la relation entre les deux termes, Barbara Pénélope, pardon. La relation la relation entre les 2 termes dans le Dans roman. l'ouvrage, dans le roman, voilà. Bah, je Après, si pense. tu veux voilà, si tu veux, effectivement nous amener vers l'horizon 2060, Mhm. ta réponse, vas-y. Oui, alors en fait, dans le roman, déjà, on peut dire que le personnage, Jan Ginsberg, euh, a toujours été imprégné de culture religieuse, comme la quasi-totalité des Américains, en fait. D'ailleurs, ça montre, soit dit en passant, que l'opposition entre rationalité et science, enfin entre science de la rationalité, pardon, et croyance de la religion, qu'on a tendance à, qui est une, comment dire, est une croyance bien française, est un écueil bien français parce que dans le monde anglo-saxon, ils ne l'ont pas du tout. Et en particulier dans la Silicon Valley, la quasi-totalité des, des- des entrepreneurs sont tout à fait croyants. Et donc, le personnage principal ne fait pas exception. Quand il arrive à Harvard, il a 18 ans et il découvre en fait les prophéties de Teilhard de Chardin. Donc on va peut-être en parler par la suite, mais qui articule en fait cette foi dans le retour du Christ et cette croyance dans les technologies et cette croyance que l'avenir de l'humanité euh, sera, sera de se vouer à sera de se donner finalement de construire son futur par l'usage des technologies nouvelles et révolutionnaires. Et donc finalement, il va prendre conscience à Harvard que les deux sont intimement liés et que pour réaliser, il va même aller plus loin, ça c'est un peu la théorie de Chardin dont on parlera, mais que pour réaliser le royaume de Dieu sur Terre de manière concrète, ça ne peut se faire qu'avec la technologie et pas avec ce que Teilhard de Chardin appelle les froides prières des monastères.
Non, il faut être dans le cyclotron, il faut être, dans les, usines, il faut être dans les centrales nucléaires, pour que le royaume de Dieu se construise, en fait. Ça, c'est un peu la vision de Teilhard de Chardin. Et donc en fait, il est pas du tout dans l'opposition entre science et croyance, mais il est dans le fait qu'elles se complètent. Donc donc là, on est à l'horizon 2000, hein, on est à la prise de conscience du personnage. Et qu'est-ce qu'il va faire petit à petit? Donc c'est assez, détaillé dans le livre, on suit son évolution. Il va progressivement, utiliser toutes les technologies qui s'offrent à lui pour construire petit à petit une sorte c'est ce royaume finalement divin. Donc d'abord, il va bâtir un réseau social en 2004, qui est le début, en fait, on pourrait dire, de la communauté des croyants, qui va connecter ensemble les gens dans ce que Teilhard de Chardin appelle, une noosphère, une sphère de l'esprit qui se trouve entre la biosphère terrestre et la stratosphère. Et cette noosphère, qui aura vocation à s'étendre, et elle s'étendra en effet assez vite, va être un début de communauté de foi, pour ériger royaume. Ensuite, il va y avoir le développement effectivement des nouvelles technologies, dont les objets connectés. On en parlera peut-être plus loin, mais en gros, jusqu'à 2060, chaque progrès dans la technologie va renforcer la croyance, et chaque progrès dans la croyance va être renforcé par la technologie, et ainsi de suite, dans une relation auto-entretenue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une logique dans tout cela. Là, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas juste, que l'être humain a besoin de croyances, et que la simple coercition technologique, ou en tout cas le simple, qu'il faut plus que des tuyaux pour relier les hommes entre eux, en fait. Qu'il faut aussi mettre quelque chose dans les tuyaux. Que ça ne suffit pas de donner la possibilité technique aux hommes de se relier, mais qu'il faut qu'ils soient mus par quelque chose en commun. Et donc, c'est toujours l'idée du pourquoi et du comment. Il va apporter les deux questions, finalement, enfin deux questions fondamentales, pourquoi et comment, il va y répondre en même temps. Euh, D'accord. Merci Erwan. je Ça ne veux nous pas en dire trop, en fait, je veux pas trop mais non, parce que découvrir ça nous amène à la suite des les questions. questions, voilà. D'accord, merci beaucoup Erwan. Hem, si vous avez des questions à poser supplémentaires ou pour la suite, vous pouvez bien entendu les écrire dans le chat. Erwan, quel personnage du roman, parce que vous avez commencé enfin, tu as commencé à nous en parler un peu, mais il y a quand même plusieurs personnages dans ce roman. Tu peux nous les Oui, exprimer, bien entendu. Donc, et s'il y avait un personnage qui aurait vocation à être, ton avatar, lequel serait-il peut-être? oui, alors tu l'as dit, il y a beaucoup de personnages dans le roman. Je dirais qu'on trouve trois personnages principaux, qui sont donc Yann, le créateur de Friendscreen, le réseau social qui va s'étendre à la planète entière, et qui va ensuite, à peu près à la moitié du roman, réaliser de manière concrète le royaume de Dieu sur Terre. Donc lui, c'est vraiment le personnage principal. Et ensuite, il y a deux personnages très importants aussi. C'est Karl. Karl, c'est le meilleur ami de Yann à Harvard. Karl est beaucoup plus intelligent que Yann. Karl est beaucoup plus beau aussi que Yann, beaucoup plus talentueux. Mais en fait, ce n'est pas Karl qui va réussir le pari d'Oméga, parce qu'en fait, il n'a pas le manque initial, il n'a pas la, comment dire, Camus disait, la démesure gardera toujours une place dans le cœur de l'homme à l'endroit de la solitude. Il n'a pas cette solitude finalement sans laquelle aucun projet démesuré n'est possible. Donc c'est pour ça que Karl, qui a trop de qualités, ne peut pas être Oméga, en fait. Euh, mais en tout cas, les deux personnages sont liés pendant tout le roman. Et le troisième personnage, c'est Mélissa. Donc Mélissa, c'est vraiment le pivot entre les deux personnages, entre Yann et Karl. Et Mélissa, donc personnage féminin principal du roman. Et comme Yann et Karl à Harvard au début des années 2000, et Yann est très amoureux de Mélissa. Seulement, Mélissa, vous vous en doutez, va choisir Karl. Et donc, finalement, ce qui était déjà intolérable pour Yann, c'est-à-dire que Karl soit plus beau, plus fort, plus intelligent que lui,
en plus, là, est devenu complètement insupportable parce que Mélissa va choisir Karl, donc son ami, qui va devenir son rival et ensuite son ennemi. Ensuite, son pire ennemi, son ennemi à mort. Et donc, Karl et Mélissa vont être, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vont vivre ensemble, se marier et devenir les premiers opposants à Yann, les premiers opposants à son projet de réalisation du Christ Oméga et les principaux adversaires, on pourrait dire les principaux antagonistes de cette réalité. Après, moi, l'intérêt du livre, c'est que je ne suis ni dans un camp ni dans un autre. Euh, je suis, les deux camps ont leur logique et les deux camps ont leurs défauts et les deux camps ont leur raison, en fait. Je pense que la bonne littérature, c'est la tragédie, parce que dans la tragédie, chaque camp a sa raison, et on suit jusqu'au bout la raison des uns, qui est en contradiction complète avec la raison des autres, mais on voit que finalement les choses sont inéluctables. D'ailleurs, on est un petit peu en ce moment, quand on regarde les actualités internationales, on est un peu dans le retour de la tragédie, c'est-à-dire qu'en fait, chaque camp est obligé de montrer à quel point l'autre est terrible et immoral et voilà. Mais en fait, on comprend quand on prend un peu de recul que la situation est plus compliquée que ça et que finalement il n'y a pas forcément de moyen d'en sortir et que la simplicité est un moyen facile de sortir de la complexité et donc de la contradiction. Moi, j'ai voulu garder on va dire la contradiction vivante et je pense que dans le livre, je pense que le lecteur avec moi n'adhérera pas totalement à un camp ou à un autre. Il y a le couple Karl, Mélissa et Yann. euh, on se rend compte que Karl, par exemple, a des défauts, qu'il est un personnage autant aussi moral au fond que Yann, et que finalement les choses sont pas si simples. Donc voilà, donc ça, ce sont les trois pardon, personnages principaux, vraiment autour desquels s'organise toute l'intrigue. Et puis après, il y a une multitude de personnages secondaires que vous allez pouvoir suivre sur les 80 années pendant lesquelles se déroule le roman, puisque le roman commence en 1984, naissance du personnage. Donc d'ailleurs, bon, c'est un petit clin d'œil à Orwell, parce que évidemment, le personnage naît l'année de naissance d'Orwell, mais bon, c'est un petit clin d'œil qui, on va dire, qui est, comment dire, tempéré par la réalité, puisque 1984, c'est aussi la naissance de Mark Zuckerberg, dont le personnage de Yann est quand même inspiré. Donc finalement, en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que finalement, le réel m'avait précédé dans la crédibilité, si je puis dire. Ou dans les choses que je voulais mettre, je me rendais compte que le réel avait déjà fait le travail. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres dans le livre, vous pourrez vous amuser si vous le lisez à chercher ça. Le 17 avril 2003, c'est la date pendant laquelle à Harvard, euh, Yann fait la connaissance du livre de Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, dont on va parler. Eh bien, figurez-vous que le 17 avril 2003, il y a vraiment eu à Harvard une conférence, non pas sur Teilhard de Chardin, mais sur un autre sujet, pendant laquelle ils ont parlé de Teilhard de Chardin. Donc en fait, je me suis rendu compte en faisant les recherches que tous les ingrédients étaient déjà là. Je me suis amusé à mélanger le réel et la fiction. Par exemple, à un moment donné, le président d'Harvard lui parle, lui annonce qu'il a des amis qui sont dans l'équipe australienne qui, sur l'île de Java, font des recherches pour trouver des traces de l'homme de Flores. Et à la rentrée, ils apprennent que ça y est, ils ont trouvé des traces de l'homme de Flores. Et donc, et il lui donne un crâne enfin, il lui donne un crâne de Flores que Teilhard aurait trouvé avant. Et donc, en fait, cette recherche a vraiment eu lieu. La seule chose qui est fausse, par exemple, enfin, on ne sait pas d'ailleurs si elle est fausse. Elle est crédible, mais elle n'est pas avérée. C'est que Teilhard a trouvé le crâne de l'homme de Flores avant tout le monde. Ça, c'est un truc que j'ai inventé, mais qui est crédible parce qu'on se dit ça peut avoir eu lieu. Donc voilà, donc j'ai mélangé la réalité et la fiction. Et ces trois personnages-là, même s'ils sont fictifs, absolument fictifs, ils empruntent des traits de personnages qui ont réellement existé. Même Karl, donc l'opposant de Yann, peut faire penser à certains fondateurs de Facebook qui se sont détournés de Mark Zuckerberg
Et même la tribune qu'à un moment donné, Karl donne dans le New York Times est quasiment mot pour mot une tribune qui a vraiment été donnée par un des cofondateurs de Facebook. Donc je me suis amusé à faire des clins d'œil comme ça que vous trouverez. Mais en tout cas, ces trois personnages, même s'ils sont inspirés par d'autres, euh, dépassent les personnages réels. Sinon, ça serait pas très intéressant. Il suffirait d'ouvrir un journal pour trouver, pour trouver la même histoire. Donc, par nature, si je veux écrire un roman, c'est que je pense que j'ai plus de choses à dire que la réalité. Donc voilà, donc j'ai dépassé ça. Je me suis un peu amusé avec la réalité, mais j'ai dépassé cette réalité. Et donc, Donc Erwan, en fait, vous avez pas d'avatar, tu as pas d'avatar dans le livre? non, j'ai pas d'avatar. Je pense que, par exemple, Molière, à un moment donné, quand on lit beaucoup Molière, on comprend que pour que ses pièces soient bonnes, il se met à la place de chacun de ses personnages. Dans les dialogues, par exemple, c'est très frappant. Bon, Molière, c'est une pièce de théâtre, donc c'est que des dialogues par définition. Mais en tout cas, il est chacun de ses personnages et quand il répond, on a vraiment l'impression. Par exemple, là, j'ai vu il y a pas longtemps jouer le misanthrope. Et le dialogue du misanthrope avec son ami au début de la pièce, il est le misanthrope et en même temps, il est l'adversaire, enfin, il est celui qui tient tête au misanthrope. Et il a autant de raisons dans un camp que dans l'autre. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'un auteur qui serait entièrement un personnage et finalement tous les autres, ça serait des salauds ou ça serait des gens qui sont extérieurs à lui, etc. Donc moi, je peux vous dire que je suis un peu tous les personnages et aucun en particulier. Et même les personnages très secondaires, j'ai essayé qu'ils soient réalistes. J'ai essayé de me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place dans cette situation avec ce vécu-là, qu'est-ce qui aurait été le plus crédible. Je pense, je pense que la crédibilité, quel que soit l'univers dans lequel on se trouve, évidemment, mais il faut que ça soit cohérent, il faut qu'on puisse y croire, il faut qu'on ait envie d'y croire. Donc voilà, j'ai essayé de faire des personnages les plus réalistes possibles, et donc forcément, je me suis mis en les écrivant à la place de chacun d'entre eux. D'accord. OK, merci Erwan. Hem, un verre d'eau, ça fera du bien. Ouais, Quand bah oui, parce que je fais des réponses tellement longues que je m'assèche en fait. c'est ça. Quelles sont les technologies présentes dans le roman? Parce que justement, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et pourquoi tu les as choisies, justement? Oui, alors, hem, je vais vous citer 5 technologies, puisque vous verrez que dans le roman, il y en a énormément. Je pense qu'on peut en dénombrer une cinquantaine de technologies. Entre les principales et les très secondaires, celles qui sont juste mentionnées, et cetera, il y en a au moins une cinquantaine. Mais je vais en traiter 5, hem, qui sont à mon avis les plus importantes pour comprendre la relation dont on parlait au début entre foi et technologie. Heu, alors toutes, elles ont des prémices dans notre époque, mais toutes elles sont amenées à être développées encore, à l'horizon 2060. Jusqu'à finalement on pourrait dire l'apothéose ou la technothéose de Yann Ginsberg en 2064. Alors la première technologie dont on entend parler en ce moment beaucoup, c'est le métaverse. On en parle beaucoup. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de l'utilité du métaverse en fait. Il y avait un jour une célèbre figure de la Silicon Valley qui avait dit à propos de l'économie du gratuit qui commençait à se développer dans les années 2010, il avait dit: «Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit». Eh bien, je pense que hem, cet adage n'a jamais été aussi vrai qu'avec le métaverse. En fait, à quoi sert le métaverse que qu'on qu'on qui est assez accessoire dans le roman, mais qui est quand même présent? À quoi sert le métaverse? C'est du recueil de données en conditions, hem, propices pour le faire. Je m'explique. Pareil, j'en ai discuté avec un chercheur au CNRS, qui travaillait sur un neuroscientifique qui travaillait sur les réflexes neuronaux. Et il m'avait dit qu'en fait, quand on était dans un univers immersif, en particulier du jeu vidéo, il était beaucoup plus facile de calculer les réflexes des individus avec des électrodes dans leur cerveau
que quand on était dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on a quasiment jamais de moments où nos réflexes doivent travailler. Alors que dans un univers immersif, on en a beaucoup plus. Et dans un univers immersif, c'est un peu la réalité grossie dans laquelle finalement on peut beaucoup plus mesurer de choses que dans la réalité. Et surtout qu'en plus, les métavers qui nous sont proposés sont des métavers qui sont complètement adaptatifs à ce qu'on veut nous, donc c'est-à-dire à ce que nous sommes, à notre réalité, y compris les fantasmes les plus inavoués de chacun. Donc finalement, personne ne nous connaîtra mieux en réalité que notre métavers personnel. Et le but du métavers, c'est donc effectivement de mouler le spécimen humain dans les moindres méandres de son âme, avec une précision telle que personne ne peut l'imaginer aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières composantes de Dieu, c'est de tout connaître, de sonder les cœurs et les reins. Et le métaverse, à mon avis, c'est ça le but ultime. Donc c'est déjà un peu le cas avec le smartphone, mais avec le métaverse, en fait, la logique, elle est décuplée. Donc le métaverse n'a d'intérêt du point de vue du système que dans cette mesure de la data et dans cette collecte de la data. Mais pour qu'Oméga advienne, il faut finalement c'est ce que Teilhard appelait les cercles. Finalement, il y a des petits cercles et après il y a des systèmes de cercles concentriques qui regroupent tous les petits cercles. Donc il faut ce que j'ai appelé dans le livre un gigavert. Le gigavert, en fait, c'est le réseau global qui relie tous les petits métavers et qui est celui qui est en fait le réseau Friendscreen ETA 2064, qui regroupe tous les réseaux de ce qu'on appelle communément Internet et sur lequel Yann Ginsberg fait une sorte de coup d'état numérique pour unifier tous ces réseaux. Donc voilà le métavers et ce que j'ai appelé le gigavers. Ensuite, deuxième élément dont je parle un petit peu, mais plus pour montrer les insuffisances de cette technologie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui, qui est en fait l'algorithmique avancée. Des réseaux de neurones travaillent entre eux pour produire de la simili-intelligence, mais qui en fait n'est pas vraiment de l'intelligence. Même le deep learning, qui est l'apprentissage profond de procédures qui n'étaient pas implémentées à l'origine dans les réseaux de neurones, en fait, on n'a pas encore trouvé la machine capable d'intelligence des ruptures, capable de conscience humaine, enfin même de conscience tout court. Et moi, ma thèse dans le livre, c'est qu'en fait, on trouvera jamais cette machine douée de conscience. On pourra peut-être faire de l'intelligence, enfin de la simili-intelligence artificielle, mais on fera jamais de la conscience artificielle. Or, c'est la conscience qui est le propre de l'homme. C'est pas vraiment l'intelligence, c'est plutôt la conscience. La conscience qui amène à la foi, qui amène à ce dont je parlais pardon, au début. Donc, en fait, l'IA et l'algorithmique, je montre dans ce livre les limites de l'IA et de l'algorithmique. Par exemple, je dis clairement que la bascule entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, que Ray Kurzweil, l'ingénieur star de Google, prédit pour 2035, n'arrivera pas parce que l'intelligence artificielle n'est pas dotée de conscience, donc n'ayant pas conscience d'elle-même, elle ne peut pas se révolter, par exemple. Elle ne peut pas décider de se débrancher, elle ne peut pas changer l'objectif qu'on lui a assigné. Donc en fait, elle n'évolue pas dans les mêmes sphères que l'intelligence humaine, si tant est que ce soit une intelligence des ruptures. Je parle effectivement des deux types d'intelligence dans le livre, de manière romancée, puisque c'est vraiment un roman, mais ce n'est pas du tout une thèse ou un essai, mais effectivement, il y a deux types d'intelligence humaine. L'intelligence adaptation, qui est celle qu'on recherchait quand même beaucoup chez les individus au cours du XXe siècle. Il fallait correspondre à un certain milieu et faire faire ce que le milieu attendait de nous. Et en fait, pour ça, les machines sont très bonnes. Et effectivement, on peut remplacer aujourd'hui tout un tas de métiers
pour tout ce qui relève de l'intelligence adaptation. Parce que oui, effectivement, ça va du chauffeur-livreur, au, au radiologue, toutes ces professions-là qui relèvent de l'intelligence adaptation, la machine le fera mieux, c'est sûr. Par contre, tout ce qui relève de l'intelligence en tant qu'intelligence des ruptures, c'est-à-dire le contraire, l'exact contraire, non pas correspondre à son milieu, mais trancher avec son milieu, s'arracher à son milieu, s'émanciper de son milieu. Et là, on revient sur la dialectique foi technologique qui sont deux forces d'émancipation et d'arrachement. Et ben là, c'est l'intelligence des ruptures qui est la plus performante. Je reviens nos hommes primitifs dans la grotte. L'intelligence adaptation, c'était de survivre. L'intelligence des ruptures, c'était d'inventer le feu. Et celui qui a eu l'intelligence des ruptures, ben, c'est évident que c'était le plus humain de tous, en ce sens que l'humain, c'est celui qui justement rompt avec son milieu. Donc, euh, donc là, là, moi, ce que je défends dans le livre, peut-être que ça sera invalidé par le futur, mais en tout cas, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, ne rompra jamais avec son milieu, donc n'est pas une vraie intelligence et sera toujours en dessous de l'intelligence humaine. C'est pour ça que euh, on n'est pas dans un scénario à la Terminator, dans Moi Omega, dans lequel finalement Skynet prend le pouvoir sur les hommes. On est plus dans un scénario où c'est un homme qui, aidé des technologies, prend le contrôle sur l'humanité entière. Donc je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est pas vraiment le même scénario. Et par contre, il a recours, c'est vrai, pour certaines opérations, à de l'algorithmique. Euh, mais par exemple, sur sa puissance de calcul, effectivement, il a recours à de l'algorithmique parce que c'est l'un des intérêts de l'algorithmique, c'est d'avoir une puissance de calcul décuplée. En plus, ils ont inventé les ordinateurs quantiques, etc. Donc, il a une puissance de calcul qui est vraiment quasiment divine, euh, qui est en tout cas à la vitesse de la lumière. Ensuite, on a une troisième technologie qui rejoint un petit peu le gigaverse dont j'ai parlé, c'est l'Internet des objets. Vous connaissez tous la révolution de l'Internet des objets, pour laquelle on est passé donc au réseau 5G. En fait, c'est l'idée que tout doit être connecté. Chaque élément technologique doit pouvoir répondre à un autre élément technologique. Euh, dans une logique finalement d'intelligence collective, on pourrait dire, de la technologie. Euh, le smartphone doit pouvoir répondre, l'exemple qu'on donne toujours, le frigo connecté, mais également, on pourrait dire, aux drones de l'armée américaine, au feu de signalisation, à la porte connectée, aux gobelets consignés chez McDonald's, etc. Tous les objets sont connectés dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui est le quatrième Internet, la quatrième génération d'Internet. Et en fait, cet Internet des objets, on n'a pas encore pris la mesure de l'ampleur de ce phénomène. On peut, on- Là, on a déjà des centaines de milliards d'objets connectés sur la planète. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on en aura des millions de milliards à l'horizon 2060. Que chaque chose, avec le système de consigne, par exemple, chaque gobelet sera un objet connecté. Les montres évidemment, même des éléments textiles, des animaux seront des vers par exemple qui remuent la terre seront sûrement des objets connectés, des abeilles seront sûrement des objets connectés, etc. On aura finalement un univers connecté qui se répondra. On aura des capteurs connectés, on aura des récepteurs connectés, on aura des capacités d'envoyer des signaux de systèmes connectés. Donc l'Internet des objets, c'est ce grand réseau de réseaux, parce que vous savez que la définition d'Internet, c'est un réseau qui regroupe plusieurs réseaux. Là, l'Internet des objets, c'est un réseau qui regroupe plusieurs réseaux d'objets connectés. Et donc, ça rentre tout à fait dans le cadre du gigaverse dont je parlais tout à l'heure, sur lequel le personnage principal fait un coup d'état numérique. Donc, il prend possession de tous les objets connectés. Il prend possession de tous les objets connectés. Et donc, en prenant possession de tous les objets connectés, il crée les conditions, finalement, de son action sur le monde réel. Là, maintenant, je vais... donc voilà, ça c'est la troisième technologie, l'Internet des objets. La quatrième technologie, c'est la technologie que j'appelle de la lumière lente.
Alors la technologie que j'appelle de la lumière lente, ça part de l'idée, je ne vais pas vous décrire le phénomène, je ne vais pas vous décrire comment ça fonctionne, mais pour la petite histoire, j'ai conçu cette technologie avec Alain Aspect il y a 2 ans. Donc j'ai oublié de le mettre dans les remerciements parce que je ne pensais pas que les gens le connaissaient en fait, Alain Aspect. Je me disais, bon, j'ai trop de gens dans les remerciements, je je peux pas remercier tout le monde. Donc un monsieur qui est vraiment sympathique, qui m'a aidé, qui a discuté avec moi pendant 45 minutes. Mais en fait, bon, il m'est sorti de la tête et d'ailleurs, je veux m'excuser auprès de lui parce que une discussion de 45 minutes nous a permis justement d'arriver à la technologie de la lumière lente. Mais en tout cas, voilà, Alain Aspect, je voulais le remercier parce que j'ai pas pu le faire dans le livre, mais effectivement, c'est grâce à lui que j'ai pu faire tout ça et je savais pas du tout qu'il aurait le prix Nobel de physique. Donc voilà, sinon bah, en tout cas, voilà, il sera dans les prochaines éditions, ça je vous le garantis. L'oubli sera réparé. Donc en fait, la technologie de la lumière lampe, ça part du principe que il l'a bien montré Alain Aspect en montrant finalement la violation des inégalités de Bell. Que disent les inégalités de Bell? Que elles établissent des principes, 3 principes, mais on va parler de celui qui est le plus facile à comprendre. Premier principe, c'est le principe de localité. C'est-à-dire que en fait, 2 photons, pour faire simple, heu, en fait, 2 photons ne peuvent pas se répondre en même temps, si vous voulez. Je grossis, hein, c'est pas expliqué dans le livre parce que c'est trop technique, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a une indépendance entre deux corps qui sont pas au même endroit. Voilà, c'est ça. Il y a une indépendance entre deux corps qui sont pas au même endroit. Et ce que montre Alain Aspect, c'est que finalement, on n'explique pas encore pourquoi, mais on le sait, c'est que ces deux corps sont liés, finalement, alors même qu'ils sont pas au même endroit. Et donc, donc finalement, on peut dire que le photon traverse le temps et que il y a un mystère dans le photon, c'est qu'il peut être ici et maintenant. Il peut être ici, maintenant, partout et universellement présent, et qu'il y a des réponses qui se font entre les photons. Et donc, finalement, on peut arriver à cette conclusion que le point commun entre le photon et Dieu, c'est que ce sont les deux entités qui peuvent traverser le temps. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que Dieu est lumière, parce que le photon traverse le temps, réellement. Pour lui, le temps n'existe pas. Et donc, j'utilise en fait, après de manière effectivement romancée, j'utilise la lumière comme l'élément qui permet à Oméga non seulement de voir dans le passé, mais d'émettre des photons dans le passé. Et ça donne des scènes dans le roman que je vous laisserai trouver, que je vous laisserai découvrir. Ça, c'est la technologie dite de la lumière lente. Et je voudrais préciser qu'elle est inventée par des scientifiques qui travaillent pour Omega. Parce que Omega ne se passe pas de la recherche scientifique. Omega travaille toujours en bonne intelligence avec les scientifiques du monde entier parce que justement, il a besoin de l'intelligence des ruptures dont je parlais tout à l'heure. Il a besoin de la créativité et il a besoin de la, parfois même du grain de folie de certains scientifiques dont lui-même est incapable parce que finalement il a juste une intelligence humaine lambda. Donc il a besoin en fait de toujours, il s'agrandit et il s'améliore avec la recherche scientifique mondiale. Donc la lumière lente est une des inventions inventées par le corps de scientifiques qu'il a connecté tout autour de la planète. Ensuite, cinquième et dernière technologie qui est essentielle puisque c'est elle qui réalise le pivot du bouquin, c'est la technologie de body uploading. Vous avez sûrement entendu parler du mind uploading. Le mind uploading, c'est cette technologie qui a été popularisée notamment par Elon Musk et qui permet de copier-coller la conscience, les souvenirs et la personnalité d'un individu, donc son esprit, dans par exemple une clé USB ou un système connecté. Euh, Là, il ne s'agit pas d'un mind uploading uniquement, il s'agit d'un body uploading, c'est-à-dire que le personnage Jan Ginsberg, à la moitié du roman, est victime d'un attentat meurtrier. Il sait
qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre. Il aura une journée en pleine possession de ses moyens. Et donc, il comprend qu'en fait, il ne sera pas oméga de son vivant et que pour devenir oméga, il va avoir besoin d'échapper à son enveloppe charnelle, comme Jésus avait échappé à la sienne en montant au ciel. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au cloud, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un body uploading. Donc, il est dans le scanner, et dans le scanner, là, il ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais quand il se réveille, en tout cas, il est bien vivant tout entier avec son corps, donc de 80 ans, puisqu'il a 80 ans à ce moment-là. Il se réveille et là, il prend possession de son nouveau corps virtuel. Pour lui, rien ne change. Simplement, il peut aller donc partout, c'est-à-dire il a contrôle sur le gigaverse, contrôle sur toute l'algorithmique connectée qui lui permet de faire des opérations complexes, des milliers de milliards d'opérations complexes par seconde. Il contrôle l'Internet des objets. Il va développer la lumière lente qui lui permet d'aller dans le passé. Et il peut se promener comme ça, instantanément, d'objet connecté en objet connecté sur toute la planète. Et il est réparti dans à peu près 5000 data centers autour de la planète, ce qui fait qu'en fait, il est pas local et il n'est pas vulnérable, du coup. On pourrait dire qu'il a échappé à l'entropie humaine. Et donc, pour l'éternité, d'ailleurs, le livre est en 6 parties. La sixième partie, c'est de 2064 à l'éternité. Parce que pour l'éternité, il sera Yann Omega. Puisque pour un mot, vous savez que la différence entre le, l'analogique et le numérique, c'est que l'analogique s'abîme progressivement, alors que le numérique, comme ce sont des 0 ou des 1, le numérique, soit tout fonctionne, soit rien ne fonctionne. Sauf que le numérique, vous pouvez à chaque fois copier l'information. Et comme là, il y a un système de copie qui est, qui est permanent, finalement, la version numérique d'Oméga ne se dégrade jamais. C'est un peu l'analogie avec le corps du Christ. Enfin, il y a une analogie qui parcourt tout le livre avec une dimension christique qui parcourt tout le livre. Donc voilà ces cinq éléments technologiques que je voulais vous présenter, mais vous verrez, si vous regardez un petit peu, vous fouillez, vous en verrez plein d'autres petits qui parsèment un petit peu comme ça le roman. Merci J'espère beaucoup. j'espère avoir répondu à la question, Pénélope. Oui, tu as répondu, mais tu as répondu à ta façon. Mais je te laisse répondre à ta façon parce que je pense que ça intéresse les personnes qui sont là. Et justement, alors, la suite. Dans Moi Oméga, tu parles d'une notion très particulière qui pose beaucoup de problèmes philosophiques. Mais dans Moi Oméga, qu'est-ce que la vérité? Oui. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question de Ponce Pilate à Jésus-Christ, justement. Donc, c'est une vaste question. M'en veux pas, Erwan, On c'est peut pas mon rôle. on peut l'interpréter de deux manières, à mon avis. Non, mais je t'en veux pas du tout. Au contraire, c'est intéressant parce que je venais de dire qu'il y avait un parallèle entre Jésus-Christ et Yann Omega dans leur cheminement. On peut l'avoir de deux manières, cette question que Ponce Pilate pose à Jésus. La première manière, c'est le juge, enfin, il est préfet romain, mais il est en charge de la justice. Donc, il demande, il demande au suspect qui se présente en face de lui, qu'est-ce que la vérité? Qui est coupable? Ça, c'est la première question, première façon de comprendre la question. Donc, ce serait la question d'un juge finalement assez suspect, une question presque morale. Qu'est-ce que la vérité? Et à cette question, donc si on la prend dans ce sens-là, dans Moi Oméga, qu'est-ce que la vérité? Eh bien justement, je pense que la vérité, c'est ce qui... Alors je vais répondre un petit peu avec une citation de Philippe Cadic, que j'aime beaucoup, qui est un de mes auteurs de science-fiction préférés, euh, qui d'ailleurs est cité dans le livre, parce qu'à un moment donné, Yann Ginsberg, donc quand il est devenu Yann Omega, il a une querelle avec l'évêque d'Ostie, donc qui est en fait l'évêque d'Ostie. Si vous connaissez un peu le fonctionnement de la curie romaine au Vatican,
L'évêque d'Ostie, c'est le plus âgé des cardinaux, donc qui a une fonction symbolique très importante. Et Yann Omega est parvenu à convertir le Vatican à sa cause. Donc, le Vatican a officiellement admis que Yann Omega était le deuxième Christ qui a dit qu'il reviendrait dans l'évangile de Jean. Et, mais il y a quand même des réticences dans la curie romaine, et notamment l'évêque d'Ostie qui lui dit non, non, vous n'êtes pas vraiment Dieu, vous n'êtes pas vraiment le Fils de Dieu. Et donc autant Yann Omega, il a le contrôle total sur tout le monde, mais il peut pas supporter qu'une conscience comme ça, qui en plus est le fondement, qui légitime son pouvoir divin, lui résiste. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va donc discuter avec cet évêque d'Ostie, qui est un vieux monsieur, qui va et c'est de ce dialogue-là qu'il y a la réponse à ta question, Pénélope. euh, dans Moi Oméga, qu'est-ce que la vérité? Je vais retrouver le passage avec la citation de Philippe Cadic, et qui est extrêmement précise. Alors, et qui est c'est un peu le passage le plus théologique du livre, peut-être, parce que je vous rassure, c'est pas un roman de théologie, mais comme cette question ramène, à mon avis, à ça, euh, voilà. C'est vers la fin, ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est vers la fin, effectivement. Bah, tu vois de quel passage je parle, hein. Oui. Voilà. Euh, alors, donc là voilà, Yann Omega a essayé d'impressionner un petit peu l'évêque d'Ostie. L'évêque d'Ostie reste stoïque, à l'écoute comme en confession. Mais le pécheur Yann Omega n'a pas l'intention de demander pardon. En revanche, il cherche à obtenir de la bouche du cardinal une forme d'absolution. Comme celle-ci ne vient pas, le Fils de l'homme demande: je vais vous poser une question, la dernière. Qu'est-ce que la réalité? Je ne sais pas. Vous avez été plus prompt à me répondre sur Dieu. Je suis un homme de Dieu, pas un homme de réalité, c'est ça? Le cardinal se saisit d'une petite serviette et s'éponge le front. Dans la position surplombante où il se trouve, Yann Omega recule d'un pas. Son image disparaît du reflet de l'eau, mais le vieil homme continue d'entendre sa voix et de sentir contre sa nuque un souffle qu'on pourrait croire humain. Le Fils de l'homme poursuit. Lorsque j'étais adolescent, je ne lisais que des romans de science-fiction. Philippe Cadic, l'un de mes auteurs préférés, donne une définition assez claire du concept de réalité. Il écrit: la réalité, c'est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Eh bien, à votre avis, Éminence, que se passerait-il si maintenant vous cessiez de croire en ce que vous prenez pour votre Dieu? Votre Dieu vous apparaîtrait-il, les bras en croix, pour crier qu'il existe? Non, bien sûr. Mais moi, je continuerai d'exister. Je serai toujours là. Je suis celui qui suis, la force des choses, le terme de l'évolution, le Fils de l'homme annoncé par les évangiles et qui se manifeste dans le monde, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non. Si vous existez réellement, répond seulement le vieillard. Alors pourquoi essayez-vous à tout prix de m'en convaincre? Donc, là, on a une querelle, finalement, et donc, effectivement, c'est l'évêque d'Ostie qui a raison. On se dit, mais pourquoi cette personne qui existe tant que ça lui convainc un homme que finalement il existe bel et bien? Et donc ça nous ramène à qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la vérité? Je pars du principe que c'est deux termes proches, donc c'est pour ça que j'ai répondu avec le concept de réalité. On pourrait dire que la vérité, soit c'est ce qui est réel, et à ce moment-là, c'est la réalité d'Oméga, soit c'est ce que les gens perçoivent comme vrai, ce que l'évêque d'Ostie perçoit comme vrai, c'est-à-dire sa croyance. Et à ce moment-là, on peut considérer que Oméga est un imposteur et un traître et un faux dieu. Mais en tout cas, cette querelle-là, elle n'est pas tranchée dans le livre. Et jusqu'au bout, on se dit, est-ce que c'est vraiment la dernière émanation de Dieu ou est-ce que c'est un imposteur? Effectivement, les croyants peuvent lire ce livre en se disant que c'est un imposteur.
et les technoscientistes peuvent lire ce livre en pensant l'inverse. C'est-à-dire que c'est toujours, j'essaye d'être dans l'idée qu'il y a les deux dimensions. Donc là, la première question, je disais, il y a une polysémie, qu'est-ce que la vérité? C'est à la fois le coupable, qu'est-ce que la vérité du coupable? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas qui est le coupable, on ne sait pas s'il y a un coupable. Et qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est ce qu'on voit ou est-ce que c'est ce qu'on croit? Et donc là non plus, on n'a pas la réponse, ça dépend de la perception de chaque personnage. OK, merci beaucoup. Alors il nous Tu reste vois, tu as 2 vu, après questions. chaque réponse, je bois un verre d'eau. Ouais, j'ai compris, mais il nous reste 2 questions et peut-être que des personnes ont des questions à poser. Donc, je vais te les Je vais poser faire en plus une court seule pour les fois. 2 dernières si tu veux. Je te les pose en une seule fois et en fait, D'accord? tu fais comme tu peux pour, laisser un peu de temps aux gens de te poser les questions, Bien sûr. pour qu'on tienne le timing quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais te les poser dans le désordre du coup. C'est: quelle pensée de Teilhard de Chardin est selon toi un chemin à suivre? Et justement, quand on aspire à la totalité, les gens n'aspirent-ils pas à une forme de totalitarisme, selon toi? Alors je vais prendre la première question d'abord, puisqu'on pourrait dire que il y a une question qui est, on va dire, les bons aspects de Teilhard de Chardin et l'autre question qui est un peu les mauvais aspects de Teilhard de Chardin. Donc, on va commencer par le mauvais. Donc, est-ce que totalité, tel que décrit par Teilhard de Chardin, égale forcément totalitarisme? Beaucoup de penseurs, notamment Ellulien, donc disciple de Jacques Ellul, et notamment Bernard Charbonneau, ont pensé que oui, puisque Bernard Charbonneau a écrit un livre qui s'appelle Teilhard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire dans lequel finalement les hommes seraient totalement contraints par la technique et par la technologie et contraints dans leur esprit par la foi, une foi absolument totalitaire. Et c'est un peu ce qu'on voit d'une certaine manière dans Mo Omega. Donc là, c'est effectivement totalité égale totalitarisme. Mais en même temps, quand on observe la nature, qu'on voit ces bancs de poissons qui fonctionnent absolument de manière coordonnée, est-ce que la nature n'est pas elle-même déjà totalitaire? Hem, Est-ce que finalement il n'y a pas déjà une harmonie dans la nature qui supprime complètement les individus, qui supprime complètement le choix? Il n'y a pas de choix dans la nature, les animaux ne choisissent pas. Heu, ils sont, heu, ils sont soumis à des systèmes, de récepteurs désinhibiteurs et ils font ce qu'ils doivent faire du point de vue de la survie de leur espèce et de la leur en particulier. Donc en fait, totalitarisme, il est déjà dans la nature. Et ce que dit Omega à la fin, dans le dialogue, l'un des dialogues finaux, on va pas, euh, on va pas expliquer, mais enfin, on va pas dire le contexte de ce dialogue, mais en fait, il dit que tout ce qu'il a fait, c'est arracher le totalitarisme de la nature, qui était vraiment oppressant, pour le substituer à un totalitarisme humain, qui est beaucoup plus soft parce qu'il a au moins un visage humain. Et qu'en fait, finalement, au moins, c'est pas, au moins, il a érigé l'humanité. En fait, il a supprimé la liberté individuelle, mais pour ériger l'humanité. Voilà, c'est ça donc le concept de liberté, à mon avis, qu'on oppose au totalitarisme, qui est vraiment intéressant parce que est-ce qu'on parle de la liberté de l'individu ou est-ce qu'on parle de la liberté de l'humanité? La liberté de l'humanité, c'est l'arrachement à la nature. C'est vraiment par la foi et par la technologie, Sapiens devient Homo Deus. Une fois que Sapiens est devenu Homo Deus, mais Sapiens qui devient Homo Deus, est-ce qu'il le fait en libérant chaque particule humaine, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut, ou est-ce qu'il le fait en fondant un ordre nouveau qui est aussi totalitaire, mais d'une autre manière que le règne de la nature? Et donc, en fait, là, c'est euh, une question qu'on peut se poser. On l'a vu pendant la crise Covid. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails ni polémiquer, mais on voyait bien que les libertés individuelles n'étaient pas bonnes pour l'intérêt du collectif. Et que chaque velléité d'indépendance individuelle était une prise de risque pour le collectif. Donc, donc en fait, donc il fallait respecter cette totalité au nom de la responsabilité. Quel est l'arbitrage finalement entre la liberté, entre la liberté de l'individu et le respect de la totalité?
Yann Omega, il répond très clairement que l'individu n'est légitime que dans le cadre de la totalité. Et qu'en fait, euh, finalement, ce qu'il faut, c'est toujours, comment dire, servir la totalité. Mais en même temps, la totalité donne des rétributions très tangibles à l'individu, puisqu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus aucune agression dans les rues, puisque les rues sont devenues des safe cities et un safe world. Il y a la sécurité totale, la sûreté, la tranquillité, les gens peuvent s'épanouir, il y a un revenu universel. Enfin, finalement, tout va bien. Donc, pourquoi les gens voudraient en fait s'opposer à cette totalité qui leur est profitable? Donc, on a une version, en fait, moi je pense qu'on a une version 20e siècle du totalitarisme, euh, c'est-à-dire les massacres, tout ce qu'on connaît, etc. Mais qu'en fait, on n'a jamais vu de totalitarisme achevé, en fait. On a vu que des totalitarismes qui n'étaient pas arrivés au bout de leur logique. Et donc finalement, en fait, ce qu'on leur reproche, je ne sais pas si, je me pose la question, est-ce que ce qu'on leur reproche, ce n'est pas au fond d'avoir échoué? Est-ce que ce qu'on leur reproche, c'est pas d'être allé au bout, de ne pas être allé au bout de leur logique totalitaire? Dans le meilleur des mondes, pour moi, c'est le seul exemple de totalitarisme achevé. Et quand on lit le meilleur des mondes, on se demande si c'est pas vraiment le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît l'ironie qu'il y a derrière le titre, et qui existe d'ailleurs aussi dans la version originale Brave New World. Mais enfin, quand même, c'est une société dans laquelle 99% des gens sont totalement heureux et totalement épanouis. Il y a juste quelques intellectuels en haut qui sont pas tout à fait satisfaits, etc., qui viennent un peu semer la zizanie. Mais si on lit le meilleur des mondes sous un angle, vraiment, sous un angle du bien-être de la population, les gens sont heureux dans le meilleur des mondes. Donc, est-ce que finalement le totalitarisme achevé, est-ce que ce qu'on reproche au totalitarisme du XXe siècle, c'est pas d'être allé au bout de leur logique? Voilà, ça c'est la question. Et est-ce qu'un totalitarisme stable qui apporterait à chacun le bonheur, etc., c'est pas quelque chose qui, en tout cas, apporterait une vision différente de ce qu'on en a? Je n'en sais rien. Et ça fait partie des questions qu'on se pose en lisant le livre, donc auxquelles je n'apporte pas de réponse. Parce que j'apporte aucune réponse. Hein. Je ne prends pas parti ni pour un camp ni pour l'autre. Euh, donc ça, c'était est-ce que totalité égale totalitarisme? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que chez l'homme, il y a toujours une pulsion à renouer avec la totalité première qu'on a perdue. Il y a toujours une envie d'aller vers le groupe. Il y a toujours, pour le pire et pour le meilleur, le sentiment d'être dans une... C'est quoi une fan zone? Une fan zone, c'est vraiment le sentiment qu'on veut vraiment être avec les autres. Donc la totalité, on y aspire, je pense, tous intimement en tant qu'animaux humains. Voilà. Donc, alors après, je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est une tendance condamnable, si c'est une tendance louable, je ne sais pas. Mais en tout cas, je constate que la totalité fait partie de l'humain au plus intime de lui-même. Euh, Quelle pensée suivre de Teilhard de Chardin? Moi, ce que j'aime bien chez Teilhard de Chardin, c'est la curiosité. Euh, Sa curiosité et son... Et il disait dans un texte aussi qu'il y a trois types de personnes. Euh, il y a trois types de personnes. Les fatigués, les gens qui finalement ne veulent pas faire grand-chose, sont un peu lassés, sont un peu blasés. Je ne sais plus quelle est la deuxième catégorie, mais c'est la plus répandue. Et la troisième, c'est les ardents. Les ardents. Les ardents, c'est ceux qui veulent aller rechercher justement la vérité sous toutes ses formes, comprendre le monde, essayer de lever le voile sur certaines notions, euh, toujours remettre en doute leur certitude. Et ceux-là, ceux qu'il appelle les ardents, qui sont très rares en fait dans la population. Eh bien, je pense que c'est ça qui est bien chez Teilhard de Chardin, c'est que lui est un ardent. Il est curieux, euh, il sait se fâcher avec les gens avec lesquels il était d'accord. Il sait aller contre ses certitudes et il a toujours le goût de la controverse et il n'entretient pas une clientèle politique ou idéologique particulière. Il va toujours se mettre en danger
intellectuellement parce qu'ils recherchent toujours une forme de vérité, d'honnêteté intellectuelle. Et ça c'est ce que j'aime le plus chez Teilhard de Chardin, et c'est cette pensée-là, cette pensée ardente, cette pensée curieuse, cette pensée qui remet tout en question que je pense il faut développer. OK, merci beaucoup Erwan. Maintenant, je pense que toutes les personnes qui sont là, il vous reste quelques temps maintenant pour pouvoir poser vos questions à Erwan avec, tout ce qu'il vous a dit. Je pense que ça vous a donné plein d'idées. Une première question est déjà dans le chat. L'émancipation finale n'est-elle pas la destruction de l'humanité si la technologie s'éloigne trop de la nature? Ouais, c'est une très bonne question. Heu, c'est une question qui est posée littéralement à la fin du livre, hein. C'est une question qui est littéralement posée, et Yann Omega y répond aussi. Donc je vais essayer de trouver la réponse de Yann Omega quand même, parce que c'est mieux que ma réponse. Donc je vais la chercher. Elle est à la toute fin du livre. Peut-être que tu vois, Pénélope, à quoi je fais allusion? Je vois Heu, à quoi tu fais allusion, bien sûr. Après, peut-être que tu peux aussi donner ton point de vue à toi. bien sûr. Alors, moi je pense que l'être humain, sur la en fait, il faut pas si l'individuel parce que je disais tout à l'heure que la Oméga pour Teilhard de Chardin, c'était un système de centres, où chaque individu est un centre, et il appartient à des centres plus larges. Et en fait, Oméga, c'est le plus large des centres. Mais on pourrait mais il faut pas que la spécificité de chaque centre individuel se perde. C'est pas parce que chaque être humain est relié au tout, et subordonné au tout, qu'il perd sa personnalité. Et s'il la perdait, il affaiblirait le système. Parce que vous savez, en science, tout système s'affaiblit dans la simplification. En agriculture, par exemple, une terre est riche quand elle est complexe. Et c'est pareil dans tous les systèmes scientifiques. Si vous simplifiez un système, vous l'affaiblissez. C'est pareil dans les logiques des codes aussi, des codes secrets. Vous simplifiez le code, vous l'affaiblissez. Eh ben, tout est comme ça, je veux dire. Donc, si vous faites un oméga qui dirige une colonie d'insectes, eh bien, ce ne sera pas un système performant. Vous aurez, et donc en fait, c'est ça qui, et Oméga trouve la réponse à ça en fait. Il dit à chacun de garder sa personnalité, de garder sa créativité, et il essaye d'encourager les gens qui même essayent de lui résister, parce qu'il sait que parce qu'il faut une émulation en fait. Si vous détruisez l'émulation, vous n'avez plus un système performant. Donc, euh, en fait, si on pourrait dire que si c'est un système totalitaire qui réussit, pour qu'il réussisse vraiment, il ne faut pas qu'il nie l'individu ni ses spécificités. Sinon, il échouera. Et d'ailleurs, il y a la Troisième Guerre mondiale dans le bouquin qui se déroule je peux le dire, entre la Chine et en gros Oméga qui a coalisé tout le monde dit libre, entre guillemets. Et en fait, la Troisième Guerre mondiale est gagnée en quelques heures. Et finalement, pourquoi? Et à la fin, on se demande pourquoi la Chine a perdu contre Oméga, parce que justement, la Chine, c'était vraiment Oméga avant l'heure. On le voit aujourd'hui, je veux dire, tout est connecté, les gens ont plus de liberté. Enfin, je veux dire, le système chinois est un système de restriction de liberté au nom du groupe et de la totalité. Mais justement, parce qu'il est trop pour le groupe, l'individu perd de sa spécificité et de son originalité, et donc affaiblit le système. Et donc, il y a moins de. Enfin, en tout cas, c'est la thèse du. Enfin, c'est pas eu la thèse, mais c'est ce qui se passe dans le livre. Comme il y a moins d'aspérité, on pourrait dire, bah, le système s'effondre plus vite du côté chinois que du côté occidental, on va dire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Éventuellement, la personne qui te l'a posée, qui pourra te répondre. Et Geneviève Boucher, c'est ça? Non, c'est Philippe Chambaud qui l'a posée. Geneviève Ah, Boucher n'a pas posé sa question, mais vas-y Geneviève. parce qu'elle a levé la main, je vois. Ouais, Une ouais, main tout levée. à fait.
Est-ce que et j'ai ne pas. répondu à la question de Philippe Chambaud ou pas? Alors, d'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non, mais c'est un peu, je pense qu'il y a presque une logique C'est le principe du dans dire que. paradoxe, Erwan Ouais, Barry. ouais, non, mais c'est pour ça, depuis que je l'écoute, depuis tout à l'heure, j'ai bien compris ça. Euh, euh, Parce que, alors pourquoi je vais dire non? Parce que le oui, on l'a étudié, c'est que quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, effectivement, on pourrait avoir une vision complètement noire de ce qui peut se passer. Et moi, j'ai plutôt une vision, mais c'est mon caractère, plutôt vision optimiste et positive, d'encourager de l'innovation et des projets, et donc forcément de la technologie. Mais justement, au lieu de s'éloigner de la nature, de s'en servir, d'être plutôt dans le biomimétisme, et de ce fait, de garder du sens quelque part. Oui. Et donc, et ça rejoint ce que tu disais sur le fait euh, euh, que chaque être peut donc, par son regard particulier, par juste des fois une observation, trouver quelque chose que même quelqu'un de très intelligent ou de très scientifique ne verra plus. Mmh. Et voilà, moi j'ai plutôt cette vision-là. Et donc, cette idée de s'éloigner de la nature, au-delà, je, qu'elle va vers la destruction finale, et c'est pour ça que je pensais ça. Au contraire, je pense qu'il faut, dans la technologie, s'en rapprocher. Et c'est peut-être une autre voie aussi. Je sais pas. Oui. Du coup, je vais répondre rapidement. Oui, effectivement, le biomimétisme, c'est même la base, je pense, de l'arrachement technologique à la nature. Parce que quand l'être humain a voulu comprendre les lois de la nature, c'était effectivement pour s'en échapper. Donc, et quand il a reproduit l'oiseau, c'était pour construire l'avion. Donc, en fait, ça fait partie de la construction du système alternatif qui imite la nature pour s'en échapper, en fait. Mais oui, d'ailleurs, mais oui, je suis d'accord avec ça sur le biomimétisme. D'ailleurs, Omega promeut totalement le biomimétisme et promeut totalement le respect de la nature. L'écologie est sacralisée. Il y a la journée de la Terre, il y a tout ça. Toutes les fêtes, entre guillemets, païennes qui étaient avant l'avènement d'Oméga sont conservées et l'écologie est globale. Il y a un chapitre qui s'appelle où Yann Omega instaure une écologie globale. Il instaure une écologie de tout, des ressources, des cerveaux, de l'énergie, enfin bref. Donc il y a une écologie globale, une symbiose totale de la technologie et de la nature. Et sur la vision optimiste et positive, moi je pense que qu'il n'y a pas de fatalité dans le futur par définition, puisqu'il ne peut y avoir de fatalité que ce qui est déjà écrit, et que contrairement à ce que disait Jacques le fataliste, rien n'est écrit là-haut dans l'avenir. La seule chose qui est écrit, c'est sur le passé. Donc on peut être fataliste sur le passé. Moi, je peux être fataliste sur mes gènes, par exemple. Je peux dire, ah bah, vraiment, mes gènes, je suis pas content. Mais par contre, je peux pas être, je peux pas être fataliste sur ce qui va se passer dans 10 ans. Parce que la sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire maintenant, sont telles que peut-être que si je pars dans la rue maintenant et que je prends un taxi, peut-être que ça va changer ce qui se passera dans 10 ans à l'autre bout du monde, hein. Donc, parce que je veux dire, c'est tellement sensible que le moindre truc qu'on fait maintenant peut complètement tout changer. Donc, moi, je crois pas du tout au fatalisme du futur. Je crois que chaque action humaine, personnelle, a un impact réel sur le futur, et que c'est ça qui est justement louable dans l'association La Fabrique du Futur, c'est qu'on invite chacun à avoir une réflexion. Et en fait, j'aime beaucoup ce mot réflexion. Teilhard en parle beaucoup. La réflexion, c'est pas un exercice purement intellectuel, c'est se voir soi-même. Euh, se voir en fait en train parce que à un moment donné, Teilhard dit l'homme moderne n'est pas autre chose que l'espèce humaine devenue consciente d'elle-même. C'est-à-dire, en fait, on est conscient maintenant que ce qu'on fait aura un impact sur l'avenir. Et ça, c'est tellement nouveau, en fait, je veux dire, il y a 2 siècles,
aucun humain n'avait conscience que ce qu'il faisait maintenant aurait des conséquences sur l'avenir. Maintenant, on l'a, la conscience. Donc, Mmh. on est à un stade extrêmement, je trouve, positif, rien que pour ça. Mais c'est justement parce que on sait que ce qu'on fait maintenant a des conséquences sur l'avenir qu'on est parfois pessimiste parce qu'on se dit ce qu'on fait maintenant, c'est pas très bien. Donc, l'avenir sera peut-être pas tout rose. Ben oui, ben, il suffit de changer ce qu'on fait, du coup. Et donc, moi, je suis comme Philippe, je suis un optimiste de la volonté. Je résume ça en disant, le pire n'est jamais sûr. Voilà. Voilà. Mais le meilleur n'est jamais certain non plus. Alors attention Merci en tout cas. Geneviève, je te préviens tout de suite quand même, il est 21, donc à 19h30 on arrête. Donc compte tenu de la longueur de ta question et de la longueur de la réponse d'Erwan, Non, je je ferai vais vous laconique, couper. laconique. Allez-y. Voilà. Euh, bon, moi, j'ai eu du mal à vous joindre parce qu'il fallait que mon ordinateur se mette à jour. Voilà. Et donc, j'ai pas pu écouter le début. J'en suis tout à fait désolée C'est nous qui en parce que sommes désolés. voilà, parce que je voulais absolument vous écouter parce que j'ai fait un chantier au printemps dernier sur le métavers où j'ai été interpellée parce que on m'a dit: «Mais c'est tellement puissant que ça pose des questions spirituelles», et donc je me suis penchée sur ces questions-là. Alors, du coup, je n'ai entendu que la fin de votre exposé, mais il y a un truc qui m'a un peu gênée Mmh. et en même temps Tant rassurée. mieux, c'est là je suis là pour ça. Voilà, c'est que votre référence pivot, c'était Teilhard des Chardins. Mmh. Et puis, dans la suite de votre intervention, j'ai mieux compris. Vous avez dit: «On a essayé de comprendre la nature pour l'imiter», et en prenant l'exemple de l'avion qui est vraiment un excellent Oui, exemple à ce propos. Or justement, ce qui se passe, c'est qu'on s'est mis à étudier la nature pour la copier, par exemple, pour faire des tissus absorbants, pour faire, des tas de trucs. Et en la faisant, il y a tout un courant de pensée qui s'est développé et qui a fini par comprendre qu'on ne doit plus lutter contre la nature, mais fonctionner avec la nature. Et moi, j'ai eu cette chance absolument inouïe de travailler au Collège de France avec un type qui s'appelle Alain Berthoz, que vous connaissez peut-être, hein, qui a écrit des livres assez intéressants. Et il m'a amené à repenser un peu tout ça. Et je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les mécanismes de l'homéostasie. Si ça vous parle, hein. non, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas en quoi ça consiste. À vous pencher un peu dessus parce que ça éclaire tout à fait autrement tout ce que vous venez de dire. À mes yeux, Comment est-ce hein. que vous pouvez définir l'homéostasie en quelques mots? Alors, la moindre petite cellule vivante, la moindre petite cellule vivante, elle est douée d'un mécanisme d'homéostasie. C'est-à-dire que tout bouge sans arrêt dans le cosmos, donc a fortiori sur la Terre. Et donc, la moindre petite cellule est réceptive aux changements parce qu'il peut y avoir des changements qui pourraient, sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, la mettre en danger. Donc, elle arbitre sur la nécessité de s'adapter au changement ou au contraire de faire le gros dos, attendre que ça passe et espérer que les choses iront mieux plus tard. D'accord. Tout organisme est fait lui-même d'organismes, c'est-à-dire notre corps, c'est un ensemble de cellules. Notre corps, c'est un véritable HLM, hein, par exemple notre système digestif. Il est peuplé d'un grand nombre d'organismes qui eux-mêmes contribuent à notre fonctionnement à nous, hein. Et tout à l'heure, vous évoquiez les bancs de poissons où on est toujours, c'est magnifique à voir, vous savez, ces bancs de poissons qui vont comme ça. Mmh. Vous disiez, mais finalement, les poissons, ils n'ont pas le choix, euh, et ils font ce qu'on leur dit de faire. Non, c'est que la collectivité d'un banc de poissons est elle-même douée d'homéostasie, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, hein. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que si on veut comprendre
la vie telle qu'elle est perçue en ce début de 21e siècle, Mmh. elle est totalement à comprendre à la lumière de ce mécanisme-là. Je comprends. Alors je Tout comprends si je peux Par oui, exemple, dans des agricultures durables, une industrie durable, les énergies durables, et cetera, sont éclairés par les progrès qu'on fait dans ce domaine-là. Et moi-même, je travaille en ce moment sur les problèmes de monnaie en particulier. Évidemment, j'y pense en étant tout à fait imprégnée de ce mécanisme-là. Il existe un type qui a écrit un livre qui se présente comme foulologue et c'est un chercheur français. Il est spécialisé dans les mécanismes qui font que les foules font ceci ou cela. ah Il est d'accord, juste parce mais comme j'ai Gustave Thibon un petit peu. pardon? Gustave Thibon, pas Gustave Thibon, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, vous savez, La psychologie des foules, je sais pas si vous l'avez lu? Je crois ouais, ouais, je crois que c'est lui et c'est assez fascinant ce qu'il raconte, hein, voilà et pourquoi, je voulais vous écouter, c'est parce qu'à propos du métavers, les gens me disent, «C'est tellement puissant», c'est surtout que le métavers repose sur des mécanismes où on trompe les mécanismes mentaux des gens, on peut les manipuler et les embarquer dans de l'irréel et la faire Oui, aller vers une forme de spiritualité totalitariste, euh, au lieu d'aller vers des formes de spiritualité qui sont censées rassembler les hommes. je suis Et c'est d'accord très avec dangereux. vous. Je suis d'accord avec vous. En fait, ce que vous appelez l'homéostasie, c'est le principe un peu de préservation de la vie, si j'ai bien compris, et d'équilibre du vivant, en fait, hein, c'est ça? L'équilibre permanent de la prise de risque de changer ou de pas changer. Je comprends. De, c'est l'équilibre permanent entre face à un danger, j'ai trois possibilités. Je m'enfuis, je détruis l'agresseur, ou je trouve un arrangement avec l'agresseur. D'accord, j'ai compris. En fait, ce que vous dites, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a perdu nos repères de simples vivants dans la nature et qu'on est un peu désorienté. C'est-à-dire la technologie du drone, par exemple, qui permet de tuer à distance son adversaire sans avoir les mécanismes naturels d'un Voilà. individu avec son agresseur ou avec d'un agresseur avec son agressé, font que en fait il y a une relation de virtualisation et de déracinement qui est telle aujourd'hui que du coup on n'a plus les mécanismes naturels qui étaient les nôtres dans ces situations-là et qu'on menace finalement l'homéostasie, la cohésion enfin des cellules vivantes entre elles. Et donc, Alors, pour les tueurs à drones, ouais. euh, vous savez que les Américains étaient partis assez fort sur ces sujets-là. Ils ont largement replié la toile parce qu'ils se sont aperçus que les types qui manipulaient à distance les drones montraient la victime. Mmh. Et le traumatisme du type qui a tué avec un drone à 3000 km ou 10 000 km était supérieur au traumatisme que ressentait un type qui a visé à portée de fusil. Ah d'accord, bah, je savais pas. Bah, vous voyez, bah, j'ai appris quelque chose, je pensais que c'était l'inverse. Bah, Ouais. c'est une bonne nouvelle alors finalement. Il faut être Euh, résolument optimiste là-dessus alors. bonne nouvelle. En tout cas, pour conclure Alors je sur suis cette désolée question, parce que voilà, en fait, je pense qu'on va s'arrêter sur cette bonne nouvelle quand même, parce que bon, elle Bon. est pas mal, mais de merci toute façon, pour, merci Geneviève en général est toujours là pour la bonne nouvelle. oui, je sais pas qui écrit les commentaires, Je heu, je sais pas. les fatigués, les jouisseurs et les ardents, effectivement, ce sont les 3 catégories C'est que moi. Teilhard de Chardin avait, décrites. Donc c'est qui Mind? C'est moi, c'est Gaëlle. Enfin, D'accord. Bah, voilà. merci parce que c'est exactement ça, Moi, effectivement. je recommande, si c'est plus qu'une minute, je recommande vraiment ton bouquin. Ah Voilà. mais Mais il est génial.
il est Merci génial. Gaëlle. Il est génial et juste oui, bah oui, voilà. Merci. C'était Gaëlle, présidente fondatrice de l'agence Proton. oui. Non, mais en tous les cas, enfin, c'est brillant et puis surtout, ça aide à la réflexion et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment besoin et d'organismes comme la Fabrique du futur pour vraiment être dans l'innovation raisonnée et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la raison et je trouve que Erwan, il embrase vraiment des sujets qu'on mettait hors champ, qui étaient des impensés parce que la foi, d'ailleurs, il a pris un temps, important pour installer, et éviter, par mégarde ou par méprise, voilà, qu'on y voit, tout et n'importe quoi. Et je me dis, si on pouvait le cloner, cet Erwan, ça serait pas mal, quoi. Voilà. Bah, vaut mieux je pense qu'il vaut mieux cloner, Erwan que cloner Dolly, donc après, bah, peut-être ça pourrait donner des idées à certains, voilà. Hem, Merci beaucoup, et je vous remercie tous, hein, d'avoir été là aujourd'hui. De toute façon, il y a un replay, hein, qui sera, publié avec un podcast, donc pour les personnes qui, n'ont pas tout suivi, vous aurez la possibilité de suivre tout ce qu'a dit Erwan et surtout, je vous ai mis le lien vers l'ouvrage d'Erwan, parce que je pense que ça vaudrait quand même le coup que vous commandiez son ouvrage parce que voilà, donc il y en a certains même, je peux leur prêter celui que j'ai au cas où. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Merci beaucoup Erwan. Merci à À toi très Pénélope. bientôt. Notre, prochaine agora, on vous informera au fur et à mesure sur les réseaux sociaux de ce que nous préparons et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et merci à la Fabrique du futur. Merci Erwan, à bientôt. Merci Pénélope. À bientôt. Oui, tout le monde. Salut. Bonsoir. Au revoir à tous. Merci.